Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo statistique de mes lectures de l'année 2021. C'est une vidéo qui me tenait très à cœur, que j'avais vraiment très envie de faire. Ça fait à peu près un an maintenant que je note chaque lecture que je fais dans un tableur Excel, tout ça dans le but d'en faire des graphiques pour pouvoir évaluer quelles sont les statistiques de mes lectures, savoir combien j'en lis de quel genre, quels sont finalement mes genres de prédilection sur cette année, quels sont mes avis sur ces livres globalement, si je les ai plutôt aimés ou pas, et dans quelle langue je les ai lus. Bref, j'ai sélectionné un large éventail de critères et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter tout ça maintenant que j'ai les statistiques sous les yeux. Alors, tout d'abord, la première statistique la plus intéressante à prendre en compte, c'est combien de livres ai-je lu cette année, et j'en ai lu 137. Enfin, pas vraiment. J'en ai fini 135, j'en ai 2 que j'ai abandonnés, et en plus de ça, on peut ajouter aussi 3 livres que j'ai en cours de lecture, mais j'ai pas voulu être trop définitive avec ces livres-là, donc je les ai pas pris en compte dans les statistiques, puisque je sais que je les lirai sûrement plus tard. Sur les 135 livres que j'ai terminés, il y en a 116 qui étaient des premières lectures et 19 qui étaient des relectures, et ça montre quand même à quel point j'accorde une importance toute particulière aux relectures, puisque j'ai quand même fait presque une vingtaine de relectures sur une année, ce qui est énorme et ce qui représente quand même plus d'1 livre par mois. Donc franchement, je suis plutôt contente de moi, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu des mois où j'ai fait beaucoup de relectures, d'autres où j'en ai fait moins, mais globalement j'ai pu relire certaines pépites que j'avais vraiment envie de relire cette année, et en même temps j'ai fait également énormément de nouvelles découvertes, et ça c'est trop chouette. Vous le savez sûrement si vous êtes abonné à cette chaîne depuis un petit moment, j'aime lire mes livres sur différents types de supports. J'ai rarement un seul format sous les yeux. J'ai souvent à la fois un format papier ou audio et un format e-book avec moi. C'est ma manière de fonctionner. J'adore lire des e-books sur ma liseuse, que ce soit le soir avant d'aller me coucher ou le matin au réveil. Et du coup, forcément, dans le lit, je trouve ça tellement plus pratique de lire sur liseuse que j'essaie toujours de faire en sorte d'avoir l'e-book en plus du livre papier si c'est possible, et du coup je lis sur différents types de supports. Parfois même il m'arrive de combiner à la fois le format papier, l'e-book et l'audio d'un même livre. Ça me permet vraiment de me plonger dans cette histoire à tout moment de ma journée sur différents formats et en faisant différentes choses et de manière différente. Enfin bref, j'adore ça et c'est ma manière de fonctionner, c'est ma façon de lire. Mais du coup j'avais envie de voir sur une année quels étaient les formats que je privilégiais, et donc j'ai noté les différents types de formats que j'ai lus, sachant que j'ai noté l'e-book seulement lorsque j'ai lu 100% en e-book un livre, parce qu'il y a très peu de livres que je n'ai pas lus à côté en e-book, donc je n'ai gardé que le format majoritaire en enlevant l'e-book lorsque j'ai lu en e-book et dans un autre format. Enfin, je sais pas si c'est clair. Je vous présente ça tout de suite. Alors le format majoritaire, celui qui représente un tiers des formats que j'ai utilisé cette année pour lire, c'est le format broché. C'est le format que j'ai en plus grosse majorité dans ma bibliothèque. C'est le plus courant aussi, et enfin voilà, c'est celui que je préfère. C'est pas celui que je préfère, non. Je préfère le format relié, je trouve qu'il est beaucoup plus pratique à lire, ça évite de casser les dos et tout ça, mais j'aime beaucoup le broché, j'aime beaucoup la police d'écriture, la taille du format, bref. Je la préfère en tout cas à un petit format poche. Du coup, le format que j'ai majoritairement lu, c'est le format broché. Ensuite, j'ai lu à peu près autant de livres reliés, de livres audio et de graphiques, puisque j'ai compté les graphiques à part. J'ai lu pas mal de mangas cette année, donc voilà, je les ai comptés à part. Et finalement, les 2 formats que j'ai le moins exploité cette année, ça a été le format poche et les livres 100% en e-book. Alors du coup, ça veut dire aussi une chose, c'est que même si j'adore le format e-book, j'ai tendance à très peu lire de livres en e-book lorsque je ne possède pas le livre sous un autre format à côté. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a été très influencé par Bookstagram, tout simplement. Un petit peu par Booktube, mais moins. Surtout par Bookstagram, puisque c'est quand même plus sympa de faire une photo d'un livre papier, un livre physique, que de faire une photo de ma tablette, par exemple, avec la couverture du livre dessus. C'était toujours plus simple de mettre en évidence un livre lorsque je l'avais en format papier que de juste montrer une couverture de livre, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai lu assez peu de livres en e-book seulement. Ce qui est un peu dommage, parce que franchement, ça me ferait faire des économies de place si je lisais beaucoup plus de livres 100% en e-book. Un autre critère que j'ai suivi assidûment cette année, ça a été la langue dans laquelle j'ai lu mes livres, tout simplement parce que c'était l'un de mes objectifs de l'année 2021, lire au moins 20 livres en anglais, de manière à maintenir mon niveau d'anglais, et j'y suis arrivée puisque j'ai lu 40 livres en anglais cette année. Donc 40 livres 100% en anglais, 7 à la fois en anglais et en français, et 90 livres en français, ce qui fait un
un sacré nombre de livres. Je suis vraiment contente d'avoir pu lire autant de livres en anglais cette année. Faut savoir quand même que dans ces 40 livres, il y a quand même beaucoup de graphiques, il y a des livres très courts. Je pense notamment aux petites histoires autour d'Harry Potter que j'ai dévoré lors du challenge des terreurs. Donc voilà, ça fait un nombre de livres assez conséquent qui s'accumulent, mais je pense avoir lu quand même une vingtaine de livres de romans en anglais, 100% en anglais, donc ça c'est vraiment super chouette parce que c'était vraiment l'objectif que j'avais de base et celui-là a été atteint. On voit quand même que la grosse majorité des livres que j'ai lus, ce sont des livres en français et c'est pas pour rien parce qu'en fait, même si j'aime beaucoup lire des livres en anglais et en particulier pour l'aspect esthétique, il faut dire ce qui est, parce que les livres en anglais sont souvent plus beaux que les livres en français, c'est plus facile d'avoir des reliés et tout ça. Et puis bon, en même temps, il faut dire ce qui est, c'est bien pratique des fois d'avoir un livre quand il n'est pas encore traduit en français, de l'avoir un peu avant tout le monde, enfin bref, moi j'adore ça. J'adore surtout pouvoir lire des suites de sagas avant qu'elles soient traduites et ne pas avoir à attendre trop longtemps. Mais d'un autre côté, je préfère largement lire en français, tout simplement parce que quand je lis en français, je comprends mieux toutes les subtilités de l'univers, toutes les subtilités de la langue, et surtout, lorsque je lis en français, ça me demande moins d'efforts, donc je lis plus vite et surtout je me détends plus, et voilà. Voilà, tout simplement. Ça me demande moins d'efforts et la lecture c'est avant tout un passe-temps, un plaisir, donc c'est normal aussi de chercher le réconfort et ce qui nous fatigue le moins, tout simplement. Avant de voir les différents genres que j'ai lus plus en détail, j'ai envie de vous parler du total de pages que j'ai lues puisque je trouve ce total très intéressant. Ces 137 livres que j'ai lus en 2021 représentent 53 464 pages. C'est énorme, faut dire ce qui est, c'est vraiment énorme. Et je me suis dit que ce serait intéressant de voir quels étaient les mois auxquels j'avais lu le plus de livres, puisque comme je vous l'ai dit, le challenge des terreurs a influencé ma lecture de livres en anglais, mais il a sûrement et très certainement influencé le nombre de livres que j'ai lus par mois. Et ça, on le voit très bien sur la répartition des livres que j'ai lus chaque mois. Les mois de mai et octobre sont des mois qui ont explosé en nombre de livres lus, puisque j'ai lu 25 livres en mai et 25 livres en octobre, ce qui est énorme, ça fait presque un livre par jour, sachant que le mois de mai c'était un challenge des terreurs qui durait tout le mois alors qu'en octobre c'était seulement une semaine, donc comme quoi j'ai fait un gros effort sur la deuxième édition du challenge, mais vraiment c'est juste énorme. En moyenne, je lisais à peu près une dizaine de livres par mois, ce qui est déjà pas mal et c'est à peu près mon rythme de croisière. Donc voilà pour les livres que j'ai lus chaque mois. Mais je pense que ça peut être intéressant de voir aussi le nombre de pages que j'ai lues chaque mois parce que ça a une grosse importance et vous allez voir que finalement en octobre j'ai lu beaucoup de livres avec pas tant que 7 pages. Si vous regardez la répartition des pages par mois, finalement en mai j'ai lu presque 12 000 pages, mais les autres mois ne sont pas si élevés que ça. Même le mois d'octobre où j'avais lu 25 livres présente à peu près le même nombre de pages qu'en décembre finalement, donc c'est pas si énorme que ça en fin de compte. Ensuite j'ai décidé de regarder un petit peu les différents genres que j'avais pu lire au cours de l'année 2021. Si vous ne le savez pas déjà, j'adore lire du young adult et du new adult. C'est vraiment les deux catégories d'âge qui me plaisent le plus, tout simplement parce que le young adult c'est quelque chose qui me berce depuis plusieurs années et le new adult c'est quelque chose dans lequel je me retrouve de plus en plus, tout simplement parce que c'est la catégorie d'âge dans laquelle je me situe. Forcément je me reconnais un peu plus dans ces personnages-là en général. Du coup, j'ai voulu voir la répartition du nombre de livres que j'avais pu lire dans ces différentes catégories d'âge, mais également dans les catégories adultes et jeunesse, qui sont également des catégories qui m'arrivent de lire. Alors, quand on regarde, finalement, j'ai lu la moitié de mes livres en young adulte. C'est franchement pas étonnant, je m'attendais à ce résultat-là. Un quart de mes livres étaient des new adultes et ensuite un huitième de l'adulte et un huitième du jeunesse à peu près. Franchement, c'est vraiment pas un type de résultat qui me choque. J'étais bien consciente d'avoir lu beaucoup de young adultes. Je pense que ça va peut-être un petit peu évoluer en 2022, enfin j'en sais rien, mais étant maintenant partenaire avec Milady et avec Hugo, potentiellement que je vais lire beaucoup de new romance et de bidlit qui rentrent totalement dans le new adulte, donc on verra bien, mais après tout, pourquoi pas, ça me fera pas de mal de lire un peu plus de livres qui correspondent vraiment à ma tranche d'âge, même si mon amour ira toujours vers le young adulte, j'adore vraiment ce type de lecture, donc voilà. Et si on regarde un petit peu plus près les genres littéraires que j'ai pu lire en 2021, franchement, c'est pas étonnant encore une fois que 42%, c'est-à-dire la majorité, soit du fantastique, c'est mon genre préféré, c'est vraiment ce vers lequel je tends toujours, franchement j'adore le fantastique, j'y ai inclus forcément la bidlit lorsque c'était des univers fantastiques et non pas fantasy. Vraiment j'ai
diviser un petit peu la visite partout, mais il y en avait très peu cette année et j'aimerais en lire un peu plus en 2022. Ensuite, juste après, on retrouve la romance qui a une part très importante. Vous le savez sûrement, j'adore la romantasy, c'est quelque chose de très important pour moi, mais la romance contemporaine a voilà, une grosse place dans mes lectures. C'est quelque chose qui me permet beaucoup de souffler entre deux univers fantastiques ou fantasy. C'est quelque chose un peu plus léger en général et qui va aborder des sujets peut-être auxquels on va plus s'attacher, des choses qui vont être un peu plus proches de notre réalité. C'est pour ça que 26% de mes lectures étaient de la romance. On a un peu moins d'un quart de mes lectures aussi qui étaient de la fantasy. Bon, sûrement souvent de la romantasy aussi, puisque j'ai rarement lu que de la fantasy pure. Pareil pour le fantastique, hein, il y avait toujours une petite trame de romance à l'horizon, enfin petite ou grosse, hein, ça dépend. La fantasy a aussi une très grosse place. Puis, très minoritairement, on retrouve la dystopie et la science-fiction, la fiction historique, et tout ce qui est drame et horreur. Tout simplement parce que déjà drame et horreur, habituellement il y en a même pas en fait, je pense. C'est très très rare que je lise ces genres de lecture. Et fiction historique, je suis assez étonnée qu'il y en ait si peu parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que voilà, j'en ai pas non plus lu énormément cette année. Et la dystopie, c'est quelque chose qui m'étonne énormément parce que c'est aussi un genre que j'aime beaucoup. Même si mon genre de prédilection ça a toujours été le fantastique, je suis quand même étonnée d'en avoir lu si peu cette année, mais pas tant que ça, puisque si on y réfléchit un petit peu, je trouve que sur les réseaux sociaux littéraires, on voit surtout le fantastique et la fantasy qui sont mis en avant, bien plus en tout cas que la science-fiction, la dystopie et tout ça, donc c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Peut-être que je pourrais essayer de lire un petit peu plus de dystopie en 2022, mais on verra, parce que je sais que j'ai vraiment envie de me rapprocher de ce que j'aime le plus, de ce qui me plaît le plus, et je sais très bien que ça, c'est vraiment la romance et la romance paranormale qui rentre dans le fantastique. C'est vraiment les deux choses vers lesquelles je me dirige toujours, c'est un peu mes lectures doudou en fait. Cette année j'ai également lu beaucoup de mangas et du coup je trouvais ça intéressant de voir quels étaient les genres de mangas que j'avais découverts, puisque avant ça j'avais lu très peu de mangas dans ma vie, j'en avais jamais acheté. Les seuls mangas que j'avais eu ça avait été des mangas que j'avais empruntés et du coup j'avais envie de voir un petit peu quels étaient les genres de mangas vers lesquels je m'étais dirigée au cours de cette année. Et donc sans hésitation et sans étonnement, j'ai lu 70% de shoujo. C'est vraiment pour moi le genre feel good du manga, celui avec lequel j'ai tout de suite accroché, vers lequel j'ai envie de retourner lorsque j'ai envie d'une lecture très légère. Je sais que voilà, je vais avoir 30-40 minutes de lecture devant moi, je vais suivre une histoire de A à Z et ça va être juste un pur bonheur. Le shoujo pour ça c'est juste parfait. Après voilà, j'en ai lu 70% mais ça représente seulement 9 mangas. J'ai pas non plus lu énormément de mangas cette année, mais toujours plus que les autres années, sachant que j'en ai lu qu'à partir de juin, je crois, quelque chose comme ça. Ensuite, le genre qu'on trouve juste après, c'est le seinen avec 3 mangas lus et le shonen avec un seul manga lu. Pour le coup, je peux pas tellement plus me prononcer sur ces genres-là puisqu'en fait, ça correspond vraiment à des sagas que j'ai juste découvert et dont j'ai lu en général juste 1 ou 2 tomes tout simplement. Et la statistique qui, je pense, est la plus intéressante, c'est savoir quelles sont les maisons d'édition que j'ai principalement lu cette année. Alors j'ai fait 2 graphiques différents dans lesquels j'ai différencié les maisons d'édition françaises des maisons d'édition anglaises, américaines, enfin bref les VF des VO, et j'ai également dans la catégorie VF enlevé toutes les maisons d'édition dont je n'avais lu moins de 2 livres parce qu'en fait je trouvais ça pas pertinent de mettre 1 million de maisons d'édition où j'avais lu 1 ou 2 livres seulement, et j'ai mis vraiment celles où j'ai lu plus de 3 livres tout simplement. La maison d'édition principale, celle dont j'ai lu le plus de livres cette année, ça a été la maison d'édition J'ai lu. Et je suis pas tellement étonnée par ça puisque les 15,6% que représente la maison d'édition J'ai lu représentent seulement 12 livres, et sachant que j'ai relu les Rebecca Quinn et que du coup j'ai lu déjà 7 livres des Rebecca Quinn dans cette maison d'édition là, forcément ça pèse dans la balance et c'est pour ça que les J'ai lu sont à une place aussi importante. Ensuite on retrouve les Hugo New Roman qui pour moi est une maison d'édition très phare pour la romance. Du coup je suis très contente de l'avoir à cette place là parce que ça montre que cette maison d'édition est vraiment très chère à mon cœur et on comprend un petit peu mieux pourquoi j'étais très attachée à avoir ce partenariat avec Hugo. D'ailleurs en ce qui concerne la romance, on retrouve également la collection Etache avec 6,5% qui correspond aux romances de Noël et Cherry Publishing avec presque 4%. Ça montre quand même que les romances sont très peu diversifiées dans le terme de maison d'édition puisqu'on a vraiment ces 3 maisons d'édition qui reprennent les romances contemporaines que j'ai pu lire. Juste après Hugo, on retrouve à peu près 12% de mes livres lus qui sont des livres auto-édités, qui est pas étonnant parce que c'est vraiment ma grosse découverte de cette année. L'auto-édition, c'est quelque chose vers lequel je m'étais pas trop dirigée avant, finalement qui me plaît beaucoup. J'aimerais participer à plus de projets Ulule par la suite et aider vraiment ces auteurs à se faire connaître. Alors, pas forcément pour tous les livres, encore une fois,
fois je reste critique et j'aime me diriger vers seulement ce qui me plaît vraiment, mais je trouve ça super intéressant de mettre en avant des auteurs, surtout quand leurs livres sont vraiment géniaux et méritent d'être encore plus connus. Donc je suis bien contente que l'auto-édition soit à cette place-là. Ensuite on retrouve La Martinière Jeunesse et De Saxus, qui n'est pas très étonnant. Alors un petit peu plus pour De Saxus parce que finalement j'ai acheté beaucoup de livres chez eux, mais j'en ai pas lu tant que ça. J'ai vite craqué parce que c'était des livres reliés et qui me faisaient très envie, même si beaucoup de leurs parutions finalement ont été des livres que j'avais déjà en VO, donc j'ai pas forcément été les acheter ensuite parce que je les avais déjà en VO en fait. D'ailleurs je regrette pour Crescent City de ne pas l'avoir acheté parce que la VO me convient bien sûr à 1000%, mais me suffit pas. J'aurais aimé avoir aussi la VF tellement ce livre est un coup de cœur monumental, mais bref, je vous parle tout le temps de Crescent City, donc si je pouvais éviter de le caser dans cette vidéo, c'est déjà fait. Bref, ensuite on retrouve Akata avec les mangas. C'est principalement chez Akata que j'ai lu des mangas, tout simplement, puisque les shoujo quoi. Voilà. Comme je vous disais, la collection est H, et juste ensuite il y a Lumen qui correspond à 5% de mes lectures, sachant que je crois que je n'avais jamais lu de livre de Lumen avant 2021. C'est quand même énorme qu'il soit à cette place-là. Alors pour plusieurs raisons, parce que je reçois des services presse de Lumen, mais pas que, puisque en fait ils font un travail éditorial de fou qui fait que chaque livre qu'ils publient me fait extrêmement envie. Et avant même de recevoir des services presse d'eux, finalement j'en ai acheté aussi et j'en ai lu quelques-uns. Enfin franchement j'adore ce qu'ils font et je suis trop contente d'avoir découvert cette maison d'édition cette année. Et puis dans la suite on retrouve du coup Gallimard Jeunesse, le livre de poche, Cherry Publishing, Pocket Jeunesse, Hachette et Milady. Je suis vraiment très surprise de trouver Milady à cette place-là, puisqu'en fait c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup, dont j'ai énormément de livres lus, mais également dans ma pile à lire. J'ai beaucoup de sagas de chez Milady que j'ai envie de découvrir et qui sont déjà dans ma pile à lire, et d'autres qui ne le sont pas encore. Et du coup, forcément, ça va être un petit peu mon objectif de cette année, lire plus de Bidlit, et du coup ça rentre un petit peu dans cet accord de lire plus de livres de chez Milady aussi. Et puis j'ai trouvé ça intéressant de regarder un petit peu quelles étaient les maisons d'édition vers lesquelles je me suis tournée en VO, et finalement je suis hyper surprise de voir que la maison d'édition principale que j'ai lue en anglais, c'est Pottermore Limited. En fait, c'est clairement tous les petits livres que j'ai lus lors du challenge des terreurs d'Halloween qui étaient en rapport avec Harry Potter. Vous savez, tous ces petits livres autour de l'univers d'Harry Potter. En fait, en anglais, ils sont publiés chez Pottermore Limited, et du coup, c'est ça qui pèse dans la balance, puisque un quart de mes lectures VO sont des livres de chez Pottermore Limited. C'est fou, c'est vraiment fou. Je suis super surprise de voir ce résultat-là, puisque j'en possède aucun physiquement en fait, donc c'est quand même dingue quoi. Et ensuite on a presque 17% de livres lus chez Razorbill, qui est énorme encore une fois puisque j'en possède aucun dans ma bibliothèque, et ça correspond aussi au challenge des terreurs d'octobre, puisque pendant le challenge des terreurs d'Halloween j'ai relu Vampire Academy en anglais, et du coup ces livres là sont publiés chez Razorbill, donc voilà pourquoi cette maison d'édition est aussi présente. Et ensuite ce sont les maisons d'édition que je possède dans ma bibliothèque. Vous allez clairement voir que dans la suite de ce graphique, chaque saga correspond à une maison d'édition presque, puisqu'on a Little Brown for Young Readers pour Le Prince Cruel, dont j'ai lu 3 tomes de la trilogie plus le recueil de nouvelles. Puis il y a Older Children Books, dont j'ai lu les livres de Heartstopper, HarperCollins, Orion Books, Untangled Publishing, Bloomsbury, Harper Teens, The Borough Press et Older and Southton. Et vraiment, en fait, ça correspond à chaque fois. Vous pouvez le voir au quartier si j'ai lu 4, 3, 2 ou un livre de chacune de ces maisons d'édition, et ça correspond juste à où j'en suis dans la saga à chaque fois, parce que clairement c'est rien de plus que ça quoi. C'est à chaque fois j'ai découvert une saga dans une de ces maisons d'édition, rien de plus. Donc je peux pas tellement juger ces maisons d'édition puisque je n'ai pas lu énormément de livres de ces maisons là, mais en tout cas c'est assez intéressant de voir que presque chacune des sagas que j'ai pu lire en VO venait d'une maison d'édition différente. La dernière chose que j'avais envie de voir dans mes statistiques, c'est les notes que j'ai pu donner aux livres chaque mois, parce que je me suis demandé si avec ces challenges que j'ai pu faire en mai et en octobre principalement, puisque c'est les challenges des terreurs qui ont le plus influencé mes lectures, si le fait de lire beaucoup faisait que j'étais plus déçue de mes lectures ou pas. Et du coup j'ai voulu voir chaque mois quelles étaient les notes que je donnais à mes livres, et globalement on peut voir que la moyenne des notes que j'ai mis c'est 3,89 avec une médiane à 4, donc clairement chaque mois est pratiquement identique. C'est peut-être un petit peu plus bas en avril et en janvier, mais tout simplement parce que j'ai lu un peu moins de livres à ces moments-là, donc forcément une mauvaise note avait un peu plus d'impact
que sur les autres mois où il y avait d'autres livres pour compenser. Si l'on regarde la répartition de mes notes, la majorité des notes que j'ai mises étaient des 4 sur 5, ce qui correspond pour moi à une excellente lecture, donc vraiment c'est super chouette. J'ai mis énormément de 4,5 sur 5 aussi, ce qui est l'excellente lecture presque coup de cœur mais pas vraiment, et le 5 étoiles c'est le coup de cœur qui est à peu près équivalent avec le 3,5 finalement. On remarque quand même que je mets vraiment beaucoup de notes au-delà de 3 étoiles, donc ça veut dire que j'ai quand même eu énormément de très bonnes lectures, quelques bonnes lectures et quelques déceptions bien évidemment, sachant que les livres abandonnés je ne les ai pas notés, mais vraiment voilà globalement la répartition des notes que j'ai pu avoir cette année. Donc finalement sur ces 137 livres que j'ai lus, la plupart d'entre eux étaient d'excellentes lectures, voire des coups de cœur, et ça c'est vraiment trop chouette, puisque ça veut dire que malgré tout j'ai quand même bien sélectionné mes lectures, et que même si j'ai lu de manière assez diversifiée mais pas forcément dans les genres dans lesquels je me serais attendue, la plupart des livres que j'ai lus m'ont énormément plu et c'est le plus important. Donc voilà, je suis trop contente de ces statistiques et j'ai hâte de voir quelles seront les statistiques de 2022, de pouvoir les comparer avec ceux de 2021. Je suis bien contente d'avoir fait ce petit tableur cette année et je vais m'y mettre pour le faire aussi en 2022. J'ai déjà commencé d'ailleurs. Je suis vraiment trop contente de voir ces statistiques là. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires s'il y a différentes catégories que vous aimeriez voir en plus dans mes statistiques de 2022, s'il y en a certaines que vous trouvez plutôt inutiles. Ça me permettrait d'ajuster ça pour la vidéo de 2022. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!